Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ouvre ce matin le siège principal de Salam Africa Bank. Également dans l'actualité, les démocrates prennent le contrôle de la Chambre basse, les républicains gardent le Sénat, deux musulmanes, une américano-somalienne et une américaine d'origine palestinienne font leur entrée au Congrès. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé ce mercredi matin à l'inauguration officielle d'un imposant bâtiment moderne tout en verre et en aluminium de la Salam Africa Bank situé en plein centre-ville. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie Ilyas Moussa Dawale, le gouverneur de la Banque centrale Ahmed Ousmane, le président du conseil d'administration de la Banque Salam Africa Bank Ali Abdullah Haytham. L'ancien président somalien Cheikh Sharif Cheikh Ahmed a également été convié à cette cérémonie inaugurale. Le Salam Africa Bank donc, est un groupe financier appartenant à un collectif d'opérateurs économiques somaliens. De nombreux clients et bénéficiaires des services qu'offre la banque ont pris part à l'ouverture du siège principal de Salam Africa Bank établi au cœur de la capitale. En prononçant son discours, le président du conseil d'administration de la banque, Ali Abdullah Haytham, qui a rappelé le chemin parcouru par son institution depuis sa création il y a 10 années. Le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, est également intervenu au cours de la cérémonie inaugurale, félicitant les actionnaires de l'institution financière de la grande confiance qu'ils accordent à Djibouti, à son marché ouvert et libéral, ainsi qu'à la stabilité dont jouit notre pays. Nous l'écoutons. Tout le monde le constate, notre secteur financier se métamorphose et ne cesse de s'agrandir année après année, suite à nos efforts collectifs et aux réformes engagées depuis les années 2000. Certes, nous avançons prudemment, à petits pas, mais nous nous rapprochons sûrement des objectifs visés, aussi bien sur le plan financier que sur le plan économique et social, plus globalement. Et je ne saurais avancer dans mes propos sans rendre un vibrant hommage à l'instigateur de cette dynamique vertueuse de croissance et de progrès. J'ai nommé le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, dont la vision de vouloir ériger notre économie en hub logistique et financier a été déterminante pour inscrire notre pays dans la voie du développement durable. Excellence, outre votre leadership et vos orientations politiques pertinentes, vous attachez également le même grand intérêt pour suivre au plus près, sur le terrain, tous les grands chantiers de développement, et en particulier dans les domaines financiers,
où vous avez marqué de votre présence tous les événements qui lui ont été consacrés, malgré votre agenda extrêmement chargé. Honorables invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui autour de l'inauguration de ce bel ouvrage, le nouveau siège de la Salam African Bank, commémore également avec faste la décennie de présence de cette banque dans notre pays. Depuis son installation en 2008, faisant d'elle la 6e banque de la place et la 2e banque islamique implantée à Djibouti, la Salam African Bank a su très vite évoluer et développer ses activités grâce à sa capacité d'adaptation et à son dynamisme. Aujourd'hui, la Salam Bank s'illustre par son investissement en installant son siège dans cet immeuble flambant neuf et fonctionnel qui constitue le 2e bâtiment le plus haut du pays. Cet ouvrage vient enrichir notre paysage immobilier et l'allure moderne de notre capitale aux côtés de notre historique patrimoine architectural. Aussi, j'aimerais saisir cette occasion pour saluer les efforts et l'engagement des promoteurs de la Salam Bank dans le développement de notre place financière et la promotion de l'inclusion financière. Prenons la parole en dernier. Le numéro 1 djiboutien a fait un inventaire général de l'ensemble des situations positives avec lesquelles afflue la mise en service de la Salam Africa Bank dans notre pays. Le chef de l'État n'a pas manqué de saluer la présence à cette cérémonie de l'ancien chef de l'État somalien, Cheikh Sharif, Cheikh Ahmed. Outre les activités bancaires ordinaires, le président de la République s'est réjoui du fait que le groupe financier propose également des offres dans les domaines de la logistique, de la construction de logements, de la location et des bureaux. Il a également décrit le Salam African Bank comme un partenaire efficient dans notre pays en matière de création d'emplois, de financement, de consulting ou d'études de projets. L'inauguration de la Salam Africa Bank n'est pas que le couronnement d'un projet économique, il est surtout la preuve que notre pays est à même d'offrir tous les gages et assurances nécessaires aux opérateurs souhaitant engager d'importants investissements chez nous, a insisté le président Ismaël Marguerite. Le président a indiqué également que c'était en décembre 2008 que j'avais donc inauguré le premier siège de cette institution financière de la Salam African Bank et depuis, quel chemin parcouru en 10 ans, immeuble high-tech réunissant l'ensemble des rationalismes propres aux édifices les plus modernes et les plus raffinés. La Salam African Bank de Djibouti est un complexe de 12 étages reposant une superficie globale de 15 000 mètres carrés. Elle dispose aussi d'un parking de 4 000 mètres carrés. Elle offre un cadre propice à la réalisation d'un travail de qualité, notamment en vertu d'une informatisation totale de ses prestations et d'une accessibilité permanente à un Internet haut débit. C'est pourquoi le chef de l'État s'est félicité en ces termes lors de son intervention faite en langue locale en Somalie. Également dans l'actualité de ce 15 heures, le chef de l'État a procédé à la coupure du ruban marquant l'ouverture du siège principal en présence du Premier ministre et de la Première Dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, le directeur de Salam African Bank, Cheikh Ahmed Nour Djimaale, le président du conseil d'administration, Ali Abdullah Haytham, et l'ancien président somalien, Cheikh Sharif, Cheikh Ahmed. Le chef de l'État a coupé le ruban en présence de son ancien homologue somalien et du haut responsable djiboutien et de Salam Africa Bank. Il a visité ainsi les différents services de la banque. Ce bâtiment moderne composé de 12 étages. La première et la deuxième étage est consacré à la banque. Les travaux de la construction du siège principal de Salam Bank a débuté en 2010 et a étalé sur 15 000 mètres carrés. Les 10 autres étages sont composés de différentes infrastructures, dont des bureaux équipés et des centres de formation, des centres d'aptitude également physique. C'est l'heure de l'appel à la prière à la As. Je vous retrouve dans quelques instants.
Autre actualité de ce 15h, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a présidé ce matin une cérémonie de lancement officielle d'une formation sur la sensibilisation à l'environnement. L'événement qui s'est déroulé au CEM de Fukuzawa a vu la participation du colonel du contingent de l'armée italienne, Giulio Vincenzo, le représentant de la gendarmerie nationale et directeur de la formation, le capitaine Yassine Moussa, ainsi que des responsables du MENFOP, des enseignants et des élèves. Le ministère et le contingent de l'armée italienne ont lancé ce projet de formation destiné aux élèves pour sensibiliser les jeunes écoliers sur la protection de l'environnement dans les différents établissements. Le ministre et les officiels ont d'abord suivi une présentation théorique pour sensibiliser les jeunes apprenants sur la protection de l'environnement. Ce fut aussi l'occasion de souligner l'importance de cette formation de l'environnement dans les écoles. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, a pour sa part dirigé ce matin les travaux d'un atelier de réflexion sur l'éducation des enfants réfugiés. L'événement qui s'est déroulé au Palais du Peuple a vu la participation des officiels de l'ONARS et du HCR ainsi que des hauts cadres des agences onusiennes et des organisations internationales. L'atelier de réflexion sur l'éducation des enfants réfugiés vise d'une part à définir une politique inclusive de tous les enfants réfugiés, y compris les enfants à besoins spéciaux, pour leur permettre un accès à une école fondamentale de qualité et inclusive où ils acquéreront les compétences nécessaires pour s'insérer aisément dans le tissu socio-économique. Dans son intervention, Mayoub a exprimé ses remerciements aux partenaires dans le HCR et le NARS qui ont facilité l'organisation de cet atelier qui est hautement stratégique pour son département. Il a indiqué que le MENFOP et ses partenaires parmi les organisations internationales ont à cœur d'assurer une parfaite intégration et une prise en charge des enfants à besoins spéciaux parmi les populations des réfugiés. Ces enfants souffrent de certains handicaps, mais ils doivent bénéficier d'une attention particulière afin de faire éclore leurs compétences et leurs talents particuliers. L'école et la société auraient beaucoup à y gagner, a-t-il dit. Le secrétaire exécutif adjoint de l'ONARS, Mohamed Kamil, s'est dit heureux pour sa part à la rencontre sur l'éducation des enfants des réfugiés. Sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Momin Hassan, la fondation Diwana Zakat a organisé ce matin au Palais du Peuple la cérémonie de distribution du parrainage de l'année 2018. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de Diwana Zakat, Suleiman Hussein, le président du comité exécutif de la fondation, Abdelbassid Ahmad, et des hommes d'affaires djiboutiens. Ils étaient quelques 1163 orphelins issus des différents quartiers de la capitale à bénéficier de ce programme de solidarité. Au cours de la cérémonie, chacun de ces orphelins a reçu une enveloppe de 15 000 francs des mains du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Momin Hassan Barre. Eh bien, le ministre s'est exprimé lors de cette cérémonie avec la traditionnelle sens d'hospitalité et la solidarité qui est une partie intégrante de notre identité nationale, a souligné le ministre des Affaires musulmanes. D'un ton solennel, il a loué les efforts de tous ceux et celles qui ont permis que cette institution voie le jour. En premier, le président de la République, il a exhorté les citoyens à faire preuve de solidarité envers les plus démunis. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf a d'ailleurs tenu à le faire remarquer que la fondation connaît d'année en année une nette évolution de ses activités. Santé à présent, la direction de la santé de la mère et de l'enfant et la direction des ressources humaines et de la formation ont procédé à la clôture de l'atelier de formation des sages-femmes des maternités sur la prise en charge du nouveau-né dès la naissance. Et c'est passé au Palais du Peuple. Des acquisitions et de réflexes en termes de réanimation néonatale du nouveau-né, d'accord, mais également en termes de prise en charge des nouveau-nés de très faible poids de naissance ou de prématurés qui sont nés avant le terme. Aussi, dans la prise en charge des nouveau-nés qui sont issus des mères qui sont porteuses de maladies ou pathologies qui sont chroniques, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'anémie, d'accord,
mais aussi on a axé cette formation sur le volet psychosocial. C'était Dr Timiro Adenouki, pédiatre à l'hôpital Mohamed Cheikhou de Balbala. Le conseil communal de Boulaous a tenu sa 4e réunion à la bibliothèque municipale en présence du vice-président de la commune de Boulaous, Liban Idriss, et du président de la commune ainsi que les élus locaux. L'ordre du jour était apporté sur des projets sur la carte topographique de la commune de Boulaous. Un projet de construction d'un bâtiment à la commune de Boulaous sur l'autonomie de gestion du budget, du fonctionnement de la commune. Le décaissement des occupations illégales ont été au centre de discussion entre les élus locaux et les personnalités qui ont pris part à cette réunion. Je vous emmène cette fois à Tadjoura, où une délégation parlementaire de la région, de la Ville-Blanche, composée des députés Hassan Omar Mohamed, Ahadi Ahmed Deberkali, accompagnée par les autorités locales, s'était rendue dans les écoles primaires rurales du secteur Mabla, à savoir l'école primaire de Ribta, Adbouya, Debne Galaïla, pour soutenir les élèves des familles démunies. Sachant que le développement d'une région passe impérativement par le renforcement de la capacité éducative, ils ont tenu à soutenir et encourager les enfants démunis des villages reculés en leur offrant des kits scolaires. Ils ont également fait un état des lieux sur les effectifs des enfants inscrits et le cadre pédagogique mis à la disposition dans ces écoles. Les rencontres avec les parents d'élèves et les députés ont été l'occasion de discuter des voies et moyens à mettre en place pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants scolarisés en milieu rural. Et voilà que nous passons aux nouvelles à travers le monde et principalement sur les élections américaines. Je tourne vers vous, Hussein Aouled, bonjour. Bonjour Ali. Et nous commençons avec ces élections des mi-mandats aux États-Unis qui ont donné leur verdict. Les républicains gardent le Sénat, les démocrates prennent la Chambre des représentants. Effectivement, donc, Ali, les démocrates ont engrangé une précieuse victoire hier soir dans les élections américaines du mi-mandat en prenant le contrôle partiel du Congrès. Mais la vague anti-Trump a tant annoncé n'a pas eu lieu. Donc les républicains ont conservé leur majorité au Sénat, ce qui a permis à Donald Trump de rapidement revendiquer un immense succès sans évoquer la perte par son parti de la Chambre des représentants. Cette victoire démocrate à la Chambre basse devrait entraver l'action du 45e président des États-Unis jusqu'à la fin de son mandat en 2021. 10 ans après la victoire choc de l'homme d'affaires propulsé à la Maison-Blanche sans la moindre expérience politique ou diplomatique. Et donc les Américains se sont pressés en nombre dans le bureau des votes. Donc selon les estimations de chaînes américaines, les démocrates ont repris le contrôle de la Chambre des représentants pour la première fois depuis 2010. Et donc les républicains de leur côté ont conservé leur majorité au Sénat, qu'ils pourraient même accroître d'un ou deux sièges. Donc les États-Unis se retrouveront en janvier 2019 avec son 16e congrès divisé dans une société marquée par un profond clivage autour de la personne de Donald Trump. Ces élections, Hussein, ont par ailleurs permis à 2 femmes musulmanes d'entrer au Congrès américain. L'une est d'origine somalienne, l'autre d'origine palestinienne. Oui, donc effectivement, les élections de mi-mandat renouvellent le paysage politique américain. Parmi les nouveaux visages des candidates démocrates sont devenues les 2 premières femmes de confession musulmane à être élues au Congrès américain. Ilhan Omar, 36 ans, a fui la guerre civile en Somalie pour les États-Unis, où elle s'est installée à l'adolescence à Minneapolis avant de devenir déjà élue locale de l'Assemblée de son État. Rachida Tlaib, américano-palestinienne de 42 ans, était assurée de gagner dans son fief démocrate de Michigan, où elle était celle en lycée. Les 2 femmes font leur entrée dans la chambre basse du Congrès à Washington en 2006. Kate Ellison était devenu le premier musulman à y être élu en remportant la circonscription gagnée par Ilhan Omar 12 ans plus tard. Ces 2 femmes incarnent le rêve américain. Nous enchaînons avec le Madagascar. Quelques 10 millions d'électeurs étaient appelés aujourd'hui aux urnes pour élire leur président Hussein. Ils sont cependant 36 candidats, ce qui risque d'entraîner une déperdition des voix. Oui, effectivement, les électeurs malgaches votent aujourd'hui
pour le premier tour de la présidentielle. Donc une telle élection à 6 points, c'est dominé par 3 ex-chefs de l'État au cœur des crises politiques qui ont secoué la grande île donc ces dernières années. Donc dans la capitale Antananarivo, les bureaux de vote ont ouvert donc avec quelques minutes de retard. Des petites files d'attente se sont formées dans la matinée devant le lycée et école d'Antananarivo transformées en bureau de vote. Donc pas moins de 36 candidats en lice pour l'élection présidentielle malgache et parmi eux 3 anciens présidents, 3 poids lourds. Ces 3 candidats ont investi d'importantes sommes d'argent dans la campagne électorale et ils ont également parcouru la grande île pour faire donc campagne. Pour les autres candidats, difficile de se faire donc entendre. La plupart d'entre eux n'ont quasiment pas fait campagne. Nous terminons avec un mot de sport en Ligue des Champions. D'importants matchs ont été disputés hier soir. Monaco a été éliminé, Barcelone se qualifie. Donc c'est déjà fait pour Monaco. Les Monégasques en crise donc depuis le début de la saison sont éliminés de la Ligue des Champions après sa déroute 4-0 contre Bruges à domicile. Et donc c'était hier soir. Son nouvel entraîneur Thierry Henry arrivé pour relancer une équipe en perdition commence bien mal sa carrière sur le banc. Donc le Barça est de son côté devenu le premier club qualifié donc pour le 8e de finale après donc son match nul contre l'Inter du Milan. Donc comme il y a des semaines au Parc des Princes et donc Naples et le PSG se sont donc quittés hier soir sur un match nul donc un partout qui finalement fait les affaires de deux équipes. Donc le Napoli conserve donc Ali la tête du groupe et le PSG son destin est en main. Merci Hussein Aoulet pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.